Donc pas de cours demain, ça c'était pas prévu ça. Alors, il faut qu'on termine les exos sur l'hydro. Je voulais faire les exos aujourd'hui et puis faire un petit peu de viscosité demain, mais bon, tant pis. Soit on fait l'impasse sur la viscosité dans un premier temps, soit on fera pas. On se voit mercredi. On a mercredi et jeudi pour faire un peu d'optique quand même. Ouais, on peut au moins se faire 2 séances. Bon, on verra. Si je peux dire un mot de viscosité, au moins que vous ayez le contexte général là, mais sinon on y reviendra dans une séance plus tard. Alors, je vous propose de reprendre les feuilles d'hydro. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un coup d'œil, un peu plus que ce qu'on avait fait l'autre fois. On avait pratiquement fini la feuille numéro 1. Débit, voie des nœuds, filet d'eau d'un robinet. Ah oui, c'est ça, on avait fini en démontrant la relation de Bernoulli. Donc je vous rappelle cette relation importante qui exprime la conservation de l'énergie dans le mouvement d'un fluide. J'avais fait ce petit schéma où vous avez un écoulement, un tube de fluide, c'est-à-dire une portion de fluide délimitée par des lignes de courant, c'est-à-dire des lignes dans lesquelles la vitesse est trajectoire. Les lignes dans lesquelles la vitesse est tangente à la trajectoire, enfin c'est pas nécessairement la trajectoire. Les lignes de courant sont les trajectoires lorsqu'on a un écoulement permanent, mais sinon sont définies comme des lignes en chaque point desquelles la vitesse est tangente. Voilà. Et on avait appliqué la conservation de l'énergie entre la situation à un instant t, la situation à un instant t plus dt. Après, on a fait ce petit schéma où le fluide s'était déplacé le long de ce tube. Et on avait écrit que la variation d'énergie cinétique était égale à la somme des travaux des forces. Dans ces travaux des forces, il y avait le travail des forces conservatives. En l'occurrence, on avait pris la pesanteur. Éventuellement, il y en aura autre chose dans le système, mais en général, c'est la pesanteur. Plus, bien sûr, le travail des forces de pression qui peuvent mettre en mouvement ce fluide. Donc, plus le travail des forces de pression. Et on avait simplement écrit tout ça, et on avait obtenu la relation. Alors, donc 1,5 de V2 alors, plus GZ sur ρ, voilà, plus P sur ρ aussi, égale constante. Voilà. Et donc ça, c'est une des formes. Et lorsque l'écoulement est incompressible, c'est-à-dire que ρ est constante, on peut le réécrire sous cette forme-là. Plus P égale constante. Voilà. Ok, donc ça c'est la relation de Bernoulli, donc qui est valable uniquement le long des lignes de courant, hein, puisqu'on a établi ce théorème le long des lignes de courant. On peut montrer en utilisant les équations de Navier-Stokes. Oui. Oui. Voulez-vous l'écrire? Oui. On peut montrer donc que dans le cas d'un écoulement irrotationnel, c'est-à-dire un écoulement dans lequel le rotationnel de la vitesse en tout point est nul, cette formule, cette relation est valable en fait partout dans le fluide, y compris hors des lignes de courant. Mais je pense que dans la plupart des exercices que vous aurez, on sera dans le cadre d'un écoulement, laminaire d'ailleurs, évidemment, et vous vous placerez le long de lignes de courant et ça suffira pour résoudre le problème. Alors, on va donc faire des exercices là-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être
Oui, on n'avait rien fait du tout sur la feuille 2, hein, c'est ça? Bon, alors on va commencer par le début. Et puis, du coup, à la fin de ces feuilles-là, il y a une application de Bernoulli, enfin plusieurs applications de Bernoulli. On va commencer par le début. Et s'il nous reste un peu de temps, ce dont je doute, on essaiera aussi peut-être de corriger le partiel de l'an dernier, enfin la partie hydro du partiel de l'an dernier, je l'avais distribué, mais sinon ça, j'ai une correction rédigée que je pourrais mettre sur Lidl, et puis on dira peut-être un mot donc de là-dessus. Alors, bon, peut-être pour la plupart de ces exos, on va juste poser le principe, et puis je vous laisserai faire les calculs pour gagner un peu de temps. On va commencer par l'exercice 1, qui s'appelle iceberg. Un iceberg sphérique de masse totale égale à 1 tonne est constitué de glace de masse volumique ρ glace. Donc il est sphérique. Ρ glace. Donc on nous dit là 995 kg par mètre cube. Avec l'eau est un des rares corps dont l'état solide est moins dense que l'état liquide. Et donc la glace flotte. Voilà, l'iceberg qui flotte sur de l'eau de mer de densité ρ mer égale 1025 kg par mètre cube. Un peu plus dense que l'eau, mais il y a du sel dedans, dans l'eau de mer. Déterminer la fraction du volume de l'iceberg qui se trouve immergé. Même question si l'iceberg est de forme cubique. Donc, voilà. Bon, c'est une application directe du principe d'Archimède, l'expression pour la force d'Archimède. On n'a pas parlé de la force d'Archimède, en fait, ensemble. Vous pouvez me le rappeler, ce que dit M. Archimède? Oui. Subit une force. Alors effectivement, cette force de poussée, je vais l'appeler pi A Archimède. Cette force est égale au poids du fluide déplacé, et évidemment dans l'autre sens, donc moins le poids du fluide déplacé. Donc ça fait, alors si son volume est grand V, le fluide autour, mettons à une masse volumique ρ0, son poids c'est donc ρ0 grand V, le volume, enfin, la masse volumique fois le volume, et ça c'est donc la moins G, comme ça, dans un champ de pesanteur G. Alors faites bien attention en appliquant cette expression qu'il s'agit du poids du fluide déplacé, mais il faut que ce fluide puisse être à l'équilibre. Il y a tout un tas de paradoxes qu'on peut trouver. Vous pouvez tomber sur des pièges où on peut imaginer des mouvements perpétuels. Vous avez peut-être trouvé ça dans certains exercices. Il y a des pièges. Ceci est vrai à condition qu'on puisse remplacer le corps immergé par du fluide à l'équilibre. Pourquoi donc c'est ça la force qui s'exerce? Simplement parce que si effectivement il y avait du fluide là-dedans, ce fluide, si je remplace le corps par du fluide, eh bien ce fluide est soumis à son poids. ρVg, et à la résultante de toutes les forces de pression qui s'exercent partout autour. Et bien évidemment, si en remplaçant ce corps par du fluide, j'ai une situation d'équilibre, alors c'est que la somme des forces de pression, je vais noter grand FP, la résultante des forces de pression, avec une flèche, plus le poids doit être égal à 0.
si ce fluide pouvait être, s'il y avait du fluide et qu'il était à l'équilibre, la somme des forces sur lui serait nulle, et donc cette résultante des forces de pression plus le poids serait égal à 0. Et bien maintenant, si à la place du fluide je mets un corps, ça ne change pas les forces de pression autour. C'est exactement la même situation pour le fluide extérieur, donc ce sont les mêmes forces de pression. Par conséquent, la résultante des forces de pression qui s'exercent sur le corps, c'est moins le poids du fluide. L'équilibre du fluide ici me dit que FP, j'appelle ça grand P déplacé, plus grand P déplacé, égale 0. Ça, c'est ce que me dit l'équilibre du fluide. Si je remplace le fluide par le corps a son propre poids, et puis il y a cette force qui est là, qui était là, qui est toujours là, c'est la résultante des forces de pression. Donc c'est totalement trivial, hein, la poussée d'Archimède. Ça a été découvert hier, comme vous le savez. Bon, voilà. Alors, appliquons ça ici. Le poids du fluide déplacé, c'est le poids de cette partie-là. On nous demande quoi exactement? Déterminer la fraction du volume de l'iceberg qui se trouve immergé. Ok. Oui, bon, alors d'accord. Donc, le poids du fluide déplacé, ça va être la fraction du volume, on nous demande. Ok. Donc, je vais écrire en bleu V tot de l'iceberg et puis il y a une partie immergée V immergé, voilà, et donc ce qu'on cherche c'est petit r, le rapport entre le volume immergé et le volume total. Et ce qu'on sait, c'est que à l'équilibre, donc l'iceberg subit deux forces, somme des forces égale 0. Il y a, alors, quelles sont les forces que subit l'iceberg? Eh bien, il y a son poids, donc ρ glace fois V tot fois G, sa masse fois G, plus la poussée d'Archimède, et ça c'est ρO fois le volume immergé, lui déplacé, fois G et avec le sigmoid. Cette somme-là est égale à 0. Il s'exerce aussi des forces de pression sur ce corps, non? Faut que je les mette où alors? Eh bien, elles sont là. Voilà, merci, exactement. Non, mais figurez-vous que si vous saviez le nombre de fois qu'on voit dans les copies la poussée d'Archimède, le truc, plus les forces de pression. Alors, non, la poussée d'Archimède, c'est les forces de pression. Et on sait déjà ce que ça vaut. Ça vaut, voilà. Alors, il se trouve que, quand il y a des corps qui ont des formes compliquées, il vient l'idée de personne de calculer les forces de pression. Mais quand il y a des formes simples où ce serait facile de calculer la force de pression, les gens la rajoutent tranquillement, allons-y. Voilà comment on perd un quart d'heure en faisant des choses parfaitement justes, mais inutiles. Bref, donc les forces de pression, elles sont déjà là, il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous voyez, on tire directement V immergé sur V tot, ce fameux rapport que nous cherchons, qui vaut, eh bien, V immergé sur V tot, c'est ρ glace, non, ρ. C'est ça, oui, ρ glace sur ρ. Et donc ça fait là, de 995 sur 1025, ça fait 15. Anybody? 97. Merci. 0,97.
0,97. C'est beaucoup, ça. Ok. Attendez, on ne s'est pas trompé, là? Non, c'est ça? Ouais. Bon, ouais. Le poids plus la poussée d'Archimède. Un écart d'environ 2%, c'est clair. Hein? Un écart d'environ 2%, c'est clair. Ouais. Très bien, ça. Ouais. Ok. Bon, bah, de toute façon, enfin, oui, c'est pas compliqué. Hein. Bon, c'est tout. Oui? Si c'était en équilibre, ça, enfin, concrètement, ça ressemble à quoi? Ben, il serait écrasé ou bien pressé ou... Ah, non, non, le truc, c'est que si... Un exemple classique, c'est par exemple... Voilà. Vous prenez une baignoire, par exemple, ou un évier, avec un trou dans le fond. D'accord? Et puis vous bouchez le trou en mettant ici une sphère, par exemple. Voilà. De sorte que l'eau ne tombe pas. Si vous calculez, donc il s'exerce des forces sur ce corps. Vous ne pouvez pas écrire qu'il y a là-dessus une poussée d'Archimède qui vaut le poids du fluide déplacé. Parce que si vous remplacez ça par de l'eau, ça tombe. C'est pas à l'équilibre. Donc là, ça ne marcherait pas. Et effectivement, si vous regardez le bilan des forces de pression là-dessus, vous voyez que c'est que des forces qui poussent vers le bas. Enfin, à gauche et à droite aussi, mais c'est symétrique. La résultante des forces de pression là-dessus, c'est par là. C'est pas du tout égal au poids du fluide déplacé, enfin, moins le poids du fluide déplacé qui serait par là. Vous voyez un exemple très simple où il faut faire attention à ça. Donc quand je disais il faut que ce soit à l'équilibre, c'est-à-dire il faut que si vous remplacez le corps par du fluide, c'est à l'équilibre. C'était votre question? Ok. Bon, il y a d'autres exemples simples. Enfin, celui-là, c'est le plus évident, parce qu'on le voit bien, ça pousse vers le bas, la force de pression, pas vers le haut. Monsieur, oui? Lorsque vous avez dit P déplacé, c'est le poids... Le poids du fluide déplacé. Du fluide déplacé. Ouais. Le poids de l'eau qui serait à la place. Et c'est vrai, mais la poussée d'Archimède de l'air, ici on la néglige, c'est ça? On néglige la poussée d'Archimède de l'air, oui, en général, parce que le poids de l'air déplacé par rapport au poids de la chose elle-même, bon, il est négligeable. Mais c'est là, quand on fait un exercice avec un ballon qui monte, comme on a fait l'an dernier, je crois, évidemment, il faut prendre en compte. Hein. La poussée d'Archimède est valable dans n'importe quel fluide. Donc c'est simplement le fait que la pression est plus grande en bas qu'en haut, parce qu'il y a ce gradient de pression. Hein, gradient de pression, c'est moins ρ fois g. Donc il y a plus de pression en bas qu'en haut, donc la résultante des forces de pression tend à pousser vers le haut. À condition qu'il y ait des choses qui poussent aussi en dessous, quoi, par exemple. Mais c'est dans quelles conditions ces trois forces vous avez décidé Non, en fait, il n'y a que deux forces. Hein. C'est la résultante des forces de pression, c'est ça qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas besoin d'intégrer la somme de toutes les forces sur toute la surface. On sait déjà que le résultat, ça va être égal à moins le poids, puisque le fluide est à l'équilibre. All right. Alors, exercice 2. Deux liquides non miscibles dans un réservoir équipé de deux tubes piézométriques. Alors, allons-y. Un tube. Deux tubes. Piézoélectrique, c'est un composé qui réagit, qui émet un signal électrique. Voilà. Donc on a un fluide en rouge, un fluide en bleu, qui va jusque là, et le rouge
Un réservoir équipé de 2 tubes désagréables remplis de 2 liquides non miscibles, comme indiqué sur la figure ci-contre. De l'huile sur une hauteur H1. Et de l'eau sur une hauteur H2. Déterminer l'altitude des points E et D. Là, il y a D, là, il y a E. Pour une huile de densité D égale 0,85 dans le champ de pesanteur terrestre avec H1 égale 6 mètres et H2 égale 5 mètres. Bien, donc là, il suffit d'écrire. Donc c'est de la statique, hein, donc, il suffit d'écrire la loi de l'hydrostatique, hein, qui nous dit que P, donc je ne sais pas si je prends, enfin, P de Z1, on va faire comme ça, moins P de Z2 égale ρ G Z2 moins Z1. Ce n'est rien d'autre que la relation de Bernoulli en mettant des vitesses nulles. Hein. Ça, j'en ai pas fait la remarque, à moins que je l'ai faite la dernière fois, je ne me souviens plus. Hein, si vous écrivez 1,5 de ρV2 plus P plus ρGZ égale constante, évidemment, si les vitesses sont nulles, si on est en statique, eh bien P plus ρGZ égale constante, et ça, c'est la loi de la statique des fluides. Vous connaissez Bernoulli, vous savez tout. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, allons-y. Donc, la pression, alors on va appeler P0 la pression atmosphérique. C'est pas... Donc, on va dire qu'il y a P0 partout. Alors, c'est pareil, hein, en principe, la pression atmosphérique dépend de la position. Si on est ici ou au-dessus, ça varie. Mais ça varie très très peu parce que ρG... Pour faire varier beaucoup la pression, quand vous avez ρ qui est très très faible, il faut une grande dénivellation. Donc en général, on dit qu'il y a la pression atmosphérique au-dessus de la surface libre, on ne se pose pas trop la question de où se trouve la surface libre. Donc dans tous les cas, il y a P0 partout au-dessus de la limite avec le fluide. Donc, déjà, première chose, dans le fluide, entre ce point-là et un point qui est à la même hauteur ici, on a la même pression. Et comme ça doit être P0, évidemment, le point E est à la hauteur H1 plus H2. D'accord ? Ça vous va ? Hein ? Donc, je l'avais presque fait. Enfin, pour anticiper, quand même. Non, il n'est pas là. Il est plus haut. Hein ? Il est plus haut. Ah, vas-y. Pourquoi? Oui, non, sur le dessin, parce que c'était pour induire un peu en erreur, enfin, c'était pas pour donner la réponse, mais il ne peut pas être plus haut. C'est-à-dire que entre ce point-là et ce point-là, il y a quelle différence de pression? Eh bien, ρG fois cette hauteur-là. Et puis entre ce point-là et ce point-là, il y a la même différence de pression. ρG fois cette hauteur-là. Je l'appelle H'. Comme il y a la même pression au-dessus, enfin, s'il y a la même pression en dessous, si vous êtes à la même altitude, vous avez la même pression. S'il y avait une plus grande pression ici que là, il y aura un mouvement du fluide par là. Donc, si vous êtes à la même altitude, vous êtes à la même pression. Donc, à partir de là, vous remontez, en appliquant ceci, vous voyez que vous allez obtenir la même pression à chaque hauteur. Hein, même si ça n'a pas l'air connecté comme ça, mais ça passerait par en bas. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez la pression atmosphérique au-dessus et sur la surface libre, il faut que les deux surfaces libres soient au même endroit. Ok? Alors ça, pour l'huile en l'occurrence. Pour l'eau, qu'en est-il? Là, c'est différent, parce que la surface libre ici est à P0, mais la surface libre, si, elle n'est pas libre, elle est en contact avec l'huile. Donc la pression ici, c'est évidemment pas P0, mais c'est P0 plus ρ de l'huile G H1. D'accord? Donc je vais écrire ici que, alors ce point-là, je vais l'appeler H. La pression en H, c'est P0 plus, elle a un petit nom, le ρ de l'huile, non?
Et on nous donne pas d'ailleurs? La densité. Ah, on nous donne la densité. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. D'accord. Donc, du coup, ça fait... Rho de l'huile, c'est D fois rho de l'eau, par définition, fois G fois H1. Voilà la pression au point H. Par conséquent, c'est la pression ici, là, d'accord? Puisque là, au sein de l'eau, on est en statique, donc à une même altitude, il y a la même pression partout. Donc ce point-là, via l'eau, est à la même pression que ce point-là. Et par conséquent, donc là je vais l'appeler H', si vous voulez, celui-ci, il est à la même pression. Par conséquent, donc, la pression en D, comment je vais appeler ça? Je vais appeler tout ça ZD. La pression en D, c'est la pression en H' plus rho de l'eau, moins, c'est P de H' qui est une plus grande pression que PD, donc PD c'est P de H', moins rho de l'eau G fois cette profondeur-là. Cette profondeur-là, c'est ZD moins H2. Voilà. Ça va être plus simple d'écrire directement ça, peut-être. Voilà. Donc maintenant, je dis que PH et PH' sont égales, et j'ai donc ceci qui est égal à cela. Tout est connu là-dedans, et j'obtiens ZD. Ah oui, parce que PD, c'était 0, bien sûr. L'idée, c'est que D est caractérisé comme le point qui est à la surface libre. Non, la surface, c'est 0. Donc j'ai ceci qui est égal à cela, donc ZD moins H2 qui vaut DH1. Donc ZD qui vaut H2 plus DH1. Voilà. Donc, donc vous voyez, ça, en fait, voilà, je vais le noter explicitement ici. Cette hauteur-là, c'est DH1, c'est ça, oui. Donc c'est D fois ça. On retrouve bien que si ça a la même densité que ça, la hauteur ici, enfin le point D sera la même hauteur. Heureusement. C'est une bonne façon de vérifier que c'est correct. Si on met que de l'eau là-dedans, les deux surfaces libres vont être au même endroit, bien sûr. Mais si l'huile donc est plus légère que l'eau, ce qui est le cas puisqu'elle flotte au-dessus, en fait, ça veut dire que cette distance va être plus petite. Voilà. Next one. Non, pas de question, c'est bon? Alors, on y va. Exercice 3, essence et mercure. Un tube en U. Allez. Et un bouchon, une extrémité, contient 2 liquides non miscibles. De l'essence de masse volumique ρE entre les surfaces 1 et 2.
et du mercure sur les surfaces 2 et 3. Distante. Distante de H'. Alors là, il y a H. Et là, entre les deux, il y a H'. La surface à l'air libre étant à la pression atmosphérique, déterminer la pression du gaz emprisonné dans la branche du tube. Ça, c'est la P0. Et on nous demande la pression ici. Donc, très simple, hein, on va suivre, on va écrire cette loi de la statique dans chacun des fluides. Donc entre là et là, on a donc la pression P2 à l'altitude de la surface 2, c'est P0 plus ρ de, c'est quoi l'alcool de l'essence, c'est ça, plus ρ essence GH, d'accord. Ensuite, donc, maintenant on est dans le mercure. De là à là, évidemment, c'est la même pression. Et donc, quand on arrive en 3 ici, P3, c'est P2, ici, plus, alors moins, pardon, puisqu'on remonte là, moins ρ G H', ρ du mercure. Okay. La pression en 3 est supérieure que celle en 2. Non, en 3, elle est, non, 2 est là, donc là on remonte, donc la pression diminue. Okay. P2 vaut P3 plus ρGH'. Voilà, donc on a P3 et on nous demande la pression dans l'air ici. Eh bien, la pression dans l'air ici, c'est P3. Donc finalement, ce qu'on nous demande, la pression du gaz, c'est P3. Et donc c'est P0 plus ρ essence H moins ρ mercure GH'. Bon, c'est complètement trivial. Voilà, il faut en faire un, on l'a fait. Ok, next one. À moins que vous ayez des questions. Ça va. Il faut vraiment juste s'habituer à écrire quand on s'enfonce dans un fluide, la pression croît de ρg fois ρgh, enfin, la profondeur, avec le ρ du fluide. Puis du coup, quand on remonte, ça décroît de ρgh avec le ρ local du fluide. Alors, quatrième exercice. Pêche à la ligne en eau douce. Un bouchon, un fil, un plomb. On considère une ligne de pêche constituée d'un flotteur, d'un fil de volume de masse négligeable et d'un plomb de masse volumique ρPB. Le flotteur est une sphère creuse de rayon externe grand R d'épaisseur 5 mm. Donc là, on a comme ça, donc grand R et petit e pour l'épaisseur. Il est constitué d'un matériau plastique de densité D égale 0,5. Là, cela tient. Et l'accélération de la pesanteur est G. Bien. Quelle doit être la masse du plomb placé en bout de ligne pour que le flotteur soit à demi immergé? À peu près comme sur la figure. Voilà. Alors, ouais. Alors allez-y, proposez-moi une méthode. Quelle doit être la masse? Qu'est-ce qu'on demande là? Non. La masse du plomb. Bon, on pourrait négliger un truc tout de suite, mais on ne va pas le faire. On va tout écrire et puis. Alors, on veut que ça soit à demi immergé. Si, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est justement la poussée d'argent du plomb. Hein? Ça me défend.
Somme des forces, voilà, donc sur ça. Hein, donc on va s'intéresser effectivement au bouchon du mètre, au flotteur. Donc il est soumis à il est soumis à son propre poids. Je vais l'écrire comme ça. Somme des forces égale 0. Alors, il y a le poids du flotteur, plus, alors la tension du fil, et la tension du fil, elle vaut quoi? Je vais l'écrire comme ça. Tension du fil, plus la poussée d'Archimède. D'accord? Et ça doit être égal à 0. Alors le poids du flotteur, ça c'est pas le plus dur, encore que, enfin, c'est pas le plus dur, mais il faut quand même dire ce que ça vaut. Comment vous allez écrire le poids du flotteur? On a sa densité, donc on a sa masse volumique, il nous reste à trouver son volume. What is the volume? 4 tiers de pi R3. Ouais, mais il est creux. Non, c'est R3 moins le petit machin. Alors, le poids du flotteur, ça c'est ρ, donc c'est D fois ρ de l'eau, ça c'est sa masse volumique, fois maintenant son volume, et son volume c'est donc 4 tiers de pi R cube, Moins R moins E. moins 4 tiers de pi R moins E au cube. On est d'accord? Ça, c'est son volume, fois sa masse volumique, c'est donc sa masse, fois G, et tout ça, c'est vers le bas. Donc, je vais projeter suivant un axe UZ comme ça. Lui, il a donc un moins. Ça, c'est le premier. Plus, alors, la tension du fil. Intéressant. Vous avez dit quelque chose sur la tension du fil? Ce poids. C'est égal à quoi? Hein? Le poids du plomb. Tiens. Et pourquoi? Le fil. Parce que sinon, ce n'est pas l'exprimer. C'est pas une bonne réponse. Et en plus, c'est pas vrai. Il y a marqué un fil de volume et de masse négligeable. Le fil est de volume et de masse négligeable. Oui. Certes. C'est comme s'il n'était pas là. Mais qu'il est placé à la verticale, en fait, ça fait comme le pendule. Oui. Il y en a une en bas. Et comment on a en haut, justifié pour le pendule? Comment on a justifié que... Enfin, mais non. Je ne sais plus comment c'est... Enfin, je ne sais plus à quoi exactement vous faites référence. Mais comment on avait justifié que la force qui tire ici ce corps-là, c'est le poids... Les actions réciproques. Oui, les actions réciproques, absolument. Donc, et comment on avait fait? On avait écrit l'équilibre de ce poids-là. Et on avait dit que ici, il y avait le poids et la tension. Et que par conséquent, la tension était l'opposé du poids, parce qu'on était à l'équilibre. Et comme sur le fil, la tension se transmet, puisqu'il est de masse négligeable, si la tension ici est l'opposé du poids, alors la tension là aussi, enfin, est l'opposé du poids, mais comme c'est l'opposé de la tension, c'est égal au poids. Donc le poids se transmet. Oui, mais est-ce que c'est vrai ici, là, que c'est la tension qui est l'opposé du poids? Il n'y a pas que le poids là-dessus. Tiens. Voilà pourquoi il ne faut pas se dire ah ben ouais, il y a le poids qui tire. Non, il n'y a pas le poids qui tire là. Il y a le poids moins la poussée d'Archimède qui tire. D'accord? Alors, allons-y. La tension du fil, je vais peut-être la mettre à part ici. Je vais écrire l'équilibre de ce corps-là. J'ai T, alors T est vers le haut. Bon, enfin, ok, ce T-là. Le T fil est vers le bas. Enfin, peu importe, on mettra le bon signe après. Il n'y a aucune difficulté sur les directions. Aucune ambiguïté. Donc ici, on a T plus P plus la poussée d'Archimède du plomb qui vaut 0. Et donc, ceci me dit que T, c'est, alors, le poids. Alors, le poids, c'est quoi? Ça va être donc la masse
la masse du plomb, c'est ça qu'on cherche, fois G, alors avec le signe moins, et la poussée d'Archimède, donc là, du coup, je le mets de l'autre côté, hein, T égale moins P, hein, T égale, oui, c'est ça, moins P, oui, c'est ça, moins P, moins Pia, et donc, Pia était vers le haut, ouais, ok, et Pia, c'était quoi? Donc, c'était ρ PV, non, c'était, je vous laisse me dire, c'est ρ, voilà, c'est ça, c'est ρ de l'eau fois le volume du plomb fois G, et alors là, du coup, c'est plus. C'est pas plus MG aussi. C'est G vecteur. C'est G vecteur. Là, ça, c'est la masse de l'eau déplacée. Donc la poussée d'Archimède, c'est moins le poids de l'eau déplacée. Et donc, comme je le passe de l'autre côté ici, ça me fait plus le poids de l'eau déplacé. Non, pour M. Non, attendez, je fais un autre. Mais si, c'est ça. Ah, attendez, c'est quoi le signe? Pour M, c'est plus. Ouais, du coup, si on garde les grandeurs algébriques, entre C'est vers guillemets. le haut, donc M, G. du coup, on a moins. Non, c'est ça. Alors, Qu'est-ce que tu définis le dérivatif? Non, c'est ça. Ah, je vais l'écrire là, ça va être ça. Donc ça, c'est MPBG. Et ça, c'est ρ V du plomb G. Oui, je vois ça. D'accord. Non, Moins. ça c'est moins ça, voilà. justement. Et passer de l'autre côté. Voilà. Ok. Voilà. Et alors ça, alors quel est le volume du plomb? Eh bien, le volume du plomb. 4 tiers du. Ouais, on nous a pas dit si c'était une sphère. Hein. Par contre, on cherche sa masse et on a sa masse volumique ou sa densité. Donc le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Donc c'est la masse du plomb divisée par ρ. Alors on nous donne sa densité ou sa masse volumique? Non mais on sait. Sa densité. Donc Sa masse volumique. Non, ça doit être sa masse volumique. sa masse volumique? Oui. Donc divisé par ρ PV. Ok? Donc si je réécris ça, ça me fait moins MPBG, facteur de 1 moins ρ de l'eau sur ρ du plomb. Ok? Voilà. Ρ de l'eau est bien plus petit que ρ du plomb. Donc ça, c'est positif. Et donc c'est bien opposé à G, c'est bien vers le haut. Tout va bien. Donc ce T-là est vers le haut. Et le T ici, donc maintenant je reviens au T du fil que je cherchais, c'est l'opposé de ça. Hein. Là, le T, ce que j'ai appelé T, c'est ce qui retient le plomb. Et donc, action réciproque, le T qui s'exerce sur le flotteur, c'est moins celui-ci. Donc plus MPV facteur de 1 moins ρ de l'eau sur ρ du plomb, G. Voilà pour la tension du fil. Et il reste la poussée d'Archimède. Alors, ça c'est moins le poids du volume d'eau déplacé. Alors c'est quoi le volume d'eau déplacé? On nous dit qu'on veut que le flotteur soit immergé à moitié. C'est donc la moitié du volume d'une sphère de rayon grand R fois la masse volumique de l'eau. Monsieur, la tension du fil, c'est Ouais, j'ai- au niveau du flotteur, c'est ça? Oui, ce que j'ai appelé T-fil, c'est ça, absolument. Là, il y a T-fil. On a une poussée d'Archimède ici, qui s'exerce au barycentre du fluide déplacé, au centre de masse du fluide déplacé. Et on a donc la tension du fil, et puis le poids du...
et puis le poids du flotteur qui s'applique au milieu, au centre de masse. Ok, alors que vaut la poussée d'Archimède? On a dit que c'était moins ρ de l'eau fois le volume qui est 1/2 de 4 tiers, donc ça fait 2 tiers depuis grand R cube fois G. Et tout ça est égal à 0. Du coup, il n'est pas projeté. Ah oui, du coup, j'ai pas projeté. Ah ben, j'ai pas projeté, voilà. On va remettre c'est plus facile de remettre une flèche que d'en enlever deux. Et en plus, je me salis moins les mains. Donc voilà, j'ai pas projeté. Maintenant, on peut projeter, on enlève les flèches, on trifouille tout ça. De toute façon, il n'y a qu'une seule inconnue là-dedans, c'est MPB. Ça intervient qu'à un seul endroit au premier degré, donc c'est complètement trivial. Il n'y a plus qu'à, on ne le fait pas, hein. On est d'accord. Ici, Oui. l'équilibre, vous avez appliqué là, c'est au niveau du flotteur. Ça, c'est l'équilibre du... non, ça, c'est l'équilibre du plomb. Mon Dieu, pas du Ah, celui-ci, oui, ça, c'est l'équilibre du flotteur. Somme des forces égale 0, là, c'est l'équilibre du flotteur. Et ça, c'est l'équilibre du poids. Du poids du plomb. Équilibre du plomb. Vous voyez, c'était un tout petit peu moins simple qu'il n'y paraissait, parce qu'on n'a pas négligé tout un tas de choses. Parce que, effectivement, le volume, enfin, ce 1 moins ρO sur ρG, sur ρ plomb, ça c'est 1 sur 1 sur 13 ou 1 sur 11, c'est combien? 1 sur 11. Ça fait presque 1. On aurait pu le négliger. Mais enfin, c'est pas. Si on va être rigoureux, on fait ça. Oui? Je ne comprends pas le signe où il est là. C'est un plus. C'est un plus? Ah oui, parce que j'avais projeté. Ah oui, j'avais projeté, donc j'avais retiré. Ah, ok. Voilà. Mais c'est parce que Non, parce que j'avais dit je projette sur UZ. J'avais commencé en disant je projette sur UZ. Donc j'avais écrit moins et j'avais pas mis la flèche. donc à voter. Attention dans tous les cas. Le G est vers le bas. Attention, elle est Oui, opposée à G. enfin. Il a pile, mais il a mis un. Hein? Oui, oui, c'est bon. Ouais. Il a aussi un plus ici. Oui, alors. Non, par On est dans contre, quel système là? On est dans le système. la tension du fil, non, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça parce qu'en fait la tension du fil, elle est orientée comme ça. G vers le bas. Orientée dans le même sens que lui. On est dans le système du flotteur là. Ouais. Oui, mais dans l'autre, rien. Donc la tension du C'est quoi la fil poussée d'Archimède? est bien vers le bas et la poussée d'Archimède Ça, est c'est bien vers le haut. Non, c'est bon, ça c'est Non, ça, c'est c'est opposé. C'est opposé parce qu'elle est opposée au poids du fluide. La poussée d'Archimède elle est vers le haut. La poussée d'Archimède, elle La maintient le jet dans tous les cas il est vers le bas. Oui. Donc c'est opposé. On va nous embrouiller, quoi. Tu peux. Mais dites pas trop fort, ça va être sur la ligne. Ok? Voilà. C'est joli? Vous avez pris en dessous là, juste Non, en c'est dessous. 4 tiers. Ah, oui, 4 tiers, bien sûr. Le lecteur aura corrigé lui-même. Bon, donc on peut. Alors évidemment, on peut aller vite en négligeant ça, et puis en négligeant même ça, on pourrait presque dire que ce volume-là, c'est 4 pi R2 fois E, en fait, quasiment. Hein. E est petit devant grand R, c'est quasiment 4 pi R2 fois E. Donc on pourrait simplifier un peu. Enfin bon, il n'y a aucune difficulté. MP vaut tout ce qui est de l'autre côté divisé par 1 moins ρ sur ρb. Voilà. Ok? Exercice 5. Ah, ça commence à bouger là. Vidange d'un réservoir. On sort de la statique. Enfin, un peu de mouvement. C'est bon ou vous avez d'autres questions? Non, ça va? Alors, vidange d'un réservoir. Un réservoir de volume cylindrique, un réservoir cylindrique, pardon, de rayon R, plus grand R, égale 1 mètre, et rempli d'eau à une hauteur de 5 mètres. Bon, pas génial, on dit ça. Ouais.
Ça c'est H, donc petit h. Est percé à sa base par un orifice circulaire de diamètre 10 mm. Un petit trou en bas. C'est le diamètre 10 mm. Et il a une lettre, ce diamètre, oui, petit b. Combien de temps prendra la vidange complète dans le champ de pesanteur terrestre? Comparer le débit volumique moyen au débit d'écoulement initial. Voilà, qui est intéressant. Alors, donc là, c'est une question en une ligne, mais il va falloir écrire quand même un certain nombre de choses. Donc, le récipient est percé, un petit trou, et par conséquent, de l'eau s'écoule. Combien de temps prend la vidange? Là, c'est la question que je vous pose. Ça va dépendre évidemment du débit et donc de la vitesse d'écoulement. Donc il va falloir calculer la vitesse, en déduire le débit, la quantité de volume qui s'écoule par unité de temps, et puis en intégrant cette perte de volume par unité de temps, on va voir au bout de combien de temps il y a tout le volume initial, c'est-à-dire pi R2 fois H, qui s'est écoulé. Donc, le problème, il est conceptuellement bien posé maintenant, mais il n'y a plus qu'à. Alors, quelle est la vitesse de sortie? Vitesse d'écoulement. Je vais l'appeler VE. E comme écoulement ou comme exit. Ou comme O. Ouais. Ouais, il est un peu tard. Excusez-moi. En plus, c'était les vacances. Donc on se relâche un peu. Alors, VE, comment on va trouver? Un petit Bernoulli. Hein? Un petit Bernoulli. Alors, on va prendre. Alors, Bernoulli, attention, Bernoulli s'applique sur une ligne de courant. Donc, on va imaginer une ligne de courant qui part d'en haut et qui va jusqu'à la sortie. Et alors, on va être amené à faire une hypothèse, mais on verra après. On va l'expliciter et on va la justifier. Donc, que nous dit Bernoulli? Alors, on va appeler A le point de départ de la ligne de courant, B le point de sortie ici, et on va écrire la relation de Bernoulli entre A et B. Alors, on a 1/2 de ρ de l'eau, je note ρ, fois VA carré, plus ρ G ZA. Alors pour les Z, on va pas s'embêter, on va prendre le Z qui monte comme ça à partir de 0 au niveau du trou, hein, en bas du récipient. Donc du coup, voilà, enfin, bon, plus ρ G ZA, oui. Plus P en A. Alors P en A, c'est la pression atmosphérique. P0 égale, eh bien, pareil en B, 1/2 de ρ VB carré, plus, alors ρ G ZB, mais ZB c'est 0. J'ai choisi celle d'ici. De toute façon, ce qui compte c'est ZA moins ZB, hein, donc ça va être un petit h. Donc point 1, plus PB. Ah mais PB c'est combien? C'est P0 aussi, il est ouvert à l'air libre. Monsieur, Oui. j'ai une question juridique. Ouais. Oui, je vous en prie. On n'a pas fait la projection des forces. Donc du coup, le moins du nombre de la parcelle vecteur J déplacé la pesanteur. Donc du coup, la base du moins, ça va être le plus. Parce qu'on n'a pas fait la projection. Non, parce que la poussée d'Archimède, c'est moins le poids. Oui, mais là, c'est quand on fait la projection. Comme vous dites, moins le poids, c'est lorsqu'on fait la projection. Ah non, de toute façon, c'est moins le poids. Le poids est vers le bas, la poussée d'Archimède est vers le haut. Projeté ou pas. En vecteur, c'est moins le poids. La poussée d'Archimède s'oppose au poids. Parce que la somme des deux fait 0. OK?
Ok, donc en B, c'est ouvert à la pression atmosphérique aussi, donc P c'est P0. Donc les P0 s'en vont, et on obtient directement, alors on obtient, donc ZA en fait c'est petit h, mais je peux l'appeler ZA, peu importe. Donc je veux connaître la vitesse en B. Donc VB carré, c'est VA carré plus 2GZA. Et que vaut VA? Et donc, pourquoi en B c'est P0? Bah parce que c'est ouvert en fait. Si vous pourriez être tenté peut-être de mettre en B la pression qu'il y a ici. Et si vous mettez la pression là, ici, bah c'est comme si vous aviez fermé. En fait, c'est ce qui se passe quand c'est fermé. À ce moment-là, ça ne coule pas. Hein, d'accord? Si vous poussez en dessous autant que ça pousse par au-dessus du fait du poids de l'eau, ça ne va pas couler. Et donc voilà, c'est bien P0 qu'il faut mettre là. Mais c'est bien de l'avoir vu une fois. On peut facilement se dire, mais pourquoi? Voilà, donc c'est ouvert et donc c'est P0. Alors en réalité, c'est P0 plus ρ de l'air fois G fois H. Mais enfin, ça c'est... D'accord, on néglige les variations de pression de notre atmosphère sur une si petite hauteur. Donc on veut la vitesse d'écoulement, mais on a une deuxième inconnue là. Alors que vaut VA? Comment on peut supprimer cette inconnue? Alors, une première astuce, qui est une mauvaise astuce si on ne sait pas pourquoi, serait de dire ouais, ça ne va pas beaucoup bouger ici, donc VA c'est à peu près 0. Et on remplace VA par 0. C'est vrai, c'est ça qu'on va faire finalement, mais je voudrais que vous le justifiez. On peut pas faire avec le débit. C'est-à-dire, en fait, la vitesse au point A va être très petite devant la vitesse au point B. Mais pourquoi en fait? Oui, je vous donne déjà la réponse en disant ça. Le truc du débit. Oui. La quantité d'eau qui sort là, c'est la même que la quantité d'eau qui descend là. Pendant un temps d'été, la quantité d'eau qui est sortie, c'est la même que la quantité d'eau qui... Enfin, ouais. C'est le truc du... Qui a baissé là, pendant le même instant. Oui, donc on peut dire effectivement que le débit se conserve si on s'intéresse au débit à travers une surface ici, et le débit sortant ici. Alors, ce débit c'est quoi? Ou si vous voulez, quel volume sort pendant d'été? Volume sortant pendant d'été. C'est dV égale... Alors, je vous écoute. En bas, ça vaut quoi ce... Je rappelle que le Q en volume, c'est par définition, c'est dV sur dt où V est le volume. Hein. Mais c'est un V comme ça, on ne confonde pas avec la vitesse. Donc ça, c'est QV dt, mais que vaut QV. Donc, on peut repartir. Quelle est la quantité, quel est le volume d'eau qui sort pendant dt? Eh bien, oui, ça dit dire. Oui. Non, mais ça correspond au volume. Oui, très bien. Ça correspond, je vais faire le dessin à côté, donc on a un petit trou comme ça, et puis ça sort à la vitesse VB, et donc pendant dt, c'est tout ce qui vient du volume de hauteur VB dt, et donc de surface pi d2 sur 2. Non, pi 4. 4. Pi R2, pi d2 sur 4. Ok? Donc le volume ici qui traverse pendant dt, le dV, donc ce que j'ai écrit ici, c'est pi d2 sur 4 VB dt. Donc le débit volumique, c'est 1/4 de pi d2 VB. Bah, c'est VB fois la surface. Hein. Le débit volumique, c'est la surface fois la vitesse. De la même façon, la quantité de volume qu'on a perdu ici,
c'est dV', volume perdu en haut, je vais des guillemets, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Le volume perdu en haut, c'est pendant dt, le niveau en haut ABC de VA dt, et par conséquent, le volume total qu'on a perdu, c'est VA dt fois la section du cylindre, c'est-à-dire pi grand R2. Voilà. Et le volume qu'on a perdu en haut, c'est le volume qui est sorti, donc dV égale dV'. Et par conséquent, si vous voulez QV égale QV en A égale QV en B, le débit en haut et en bas sont les mêmes. On a donc VA fois pi R2 qui vaut VB fois pi D2 sur 4. Donc VA, c'est VB fois la section en B divisée par la section en A. Hein, c'est-à-dire... ça, c'est de manière générale, on a toujours ça, c'est le débit se conserve. Donc là, en l'occurrence, ça fait D2... Il y en a un où on donne le diamètre et l'autre le rayon, mais enfin... donc D2 sur 4R2. Donc on a VA en fonction de VB, et par conséquent, on n'a plus qu'une inconnue maintenant, c'est bon. Alors on peut le reporter directement là-dedans, ou bien se dire que D est petit devant grand R, hein, puisque grand R c'est 1 mètre. C'est ça? Oui, 1 mètre, et l'autre a un diamètre de 10 mm. Donc ça fait 5 mm de rayon, donc le rapport des rayons c'est 1/20, donc le rapport des surfaces c'est 1/400. Donc on peut complètement négliger VA. Et attention, on néglige VA, ça ne veut pas dire que VA est nul. Ça veut dire que VA est petit devant VB. On a VB carré moins VA carré qui vaut 2GZA, et comme VA carré est petit devant VB carré, en fait on a VB carré qui vaut 2GZA à très peu de choses près. Donc VB égale, carré égale 2GZA, ou VB égale racine de GZA. Oui, vous aviez une question, non? Les débits se conservent toujours. Si l'écoulement est permanent, oui. Et si le fluide est incompressible, aussi. Même si l'écoulement n'est pas permanent. Si le fluide est incompressible, si je pousse à un endroit, partout ça se transmet instantanément. Sinon, ça veut dire qu'il y a une accumulation quelque part. Oui, VA-SA égale VB, enfin, VA-SA égale VB-SB, oui. Oui. On le reverra 20 fois. Parce que VS, c'est le débit volumique. Ça, c'est Q en A. Enfin, QV en A. Vous vous rappelez qu'on a défini le débit volumique comme dV sur dt, et on a le débit massique, QM, qui est ρ fois, enfin, c'est dm sur dt, mais de la masse sur dt, c'est donc ρ fois QV. Donc on a aussi, enfin, le débit massique se conserve, même si vous n'avez pas... si c'est compressible, à ce moment-là, vous pouvez écrire quand même que ρ, enfin, en régime permanent. Est-ce que je vous ai dit une bêtise juste avant? Non. Non, si c'est compressible. Oui, non, c'est ça. En régime permanent, tout se conserve, hein, pas d'accumulation. Et en régime
en régime non permanent, le débit massique. Non, il pourrait y avoir une accumulation. Oui, c'est ça, non, c'est ce que j'ai dit. En régime non permanent, si c'est pas compressible, vous avez le débit volumique de toute façon qui se conserve. Oui. 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 Tout ce qu'on pousse quelque part ressort immédiatement, sinon c'est qu'il y a une accumulation quelque part. Bref, donc débit massif, débit volumique. Donc on a la vitesse de B. Ça c'est bien, mais en fait, c'est bien, mais ce qu'on veut, en vérité, c'est la vitesse de A. En fait. Mais c'est pas grave. VA, c'est VB. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai négligé ici VA devant VB. Ça m'a permis d'obtenir VB, et maintenant je calcule ce que vaut VA à partir de VB. Si j'avais voulu être totalement rigoureux, c'est-à-dire ne pas négliger VA devant VB, juste je remplace VA parce que ça vaut, ou je remplace VB parce que ça vaut là-bas. Je peux le faire. Hein. Ça me fait VA. Donc, je dis quoi? Donc, donc VB ici vaut VA fois 4R2 sur D2. Et donc, ceci-là s'écrit VA carré facteur de 4R2 sur D2 moins 1 égale 2GZA. C'est pas bien, c'était le temps. Voilà, on veut le temps. Oui, mais comment vous allez avoir le temps? En fait, ce que vous voulez savoir, c'est, vous voulez connaître la loi ZA de T, en fait. Ça va vous donner, en fonction du temps, quelle est l'altitude. Si vous avez ZA de T, vous regardez à quel instant T, ZA vaut 0, et vous aurez la vitesse. Ouais? Ça vous paraît convaincant? Donc, tout ce que j'avais fait avant, c'était de négliger 1 devant tout ça. Enfin, de négliger l'inverse de ça devant 1, c'est pareil. Et je l'écris entièrement pour que vous voyez qu'il n'y a pas d'entourloupe, pardon. Ce rapport, il sera toujours quasiment égal à 4R2 sur D2. Lui, il ne dépend pas du temps. Hein. C'est le rapport des surfaces entre la section du cylindre et le trou par où l'eau fuit. Donc finalement, que je reparte de là ou de là, dans tous les cas, je peux écrire que VA, c'est 1 demi de G D2 sur R2 non, il y a une racine. Oui, c'est racine de tout ça. Donc, c'est pas. D sur R, racine de C'est D sur R, racine de GZA, c'est ça? Sur 2. Donc là, il y a sur racine de 2, c'est ça? Enfin, changement de temps sur les deux. racine de G sur 2. C'est ça? Non. Non, c'est sur 2 racines de 2. Mais ici, il manque Non, un non. VA là. Non, il y a un 2, je vais. Ouais, on va le refaire. Ouais, VB, c'est c'est ça, il a oublié ça, de tout et mettre en VA, termes, en fait. c'est D2. Tu vois ici, ça doit être mis au carré. 4 carré, c'est pas normal. Ah oui, non, c'est que là, il était au puissance 4, là. Il manque un VA. Il y a le Il manque un VA. Oui, tout ça, c'est au carré, ça. C'est pas possible. Il manque trop là. Voilà. C'est juste que Bref. ça doit être au carré, c'est On prend d'accord. On prend l'approximation que VA est très petit devant VB.
Et par conséquent, on a bien VB qui vaut racine de 2GZA. Et maintenant, si je veux VA, j'ai D2 sur 4R2 Oui, donc tout au carré. fois racine de 2GZA. Voilà. Ok. Soit dit en passant, tiens, ah oui, remarque très importante. Ça, là, la vitesse de vidange. Ça vous rappelle rien, racine de 2G fois la hauteur? Si, hein. Quand on lâche un corps, d'une hauteur h, il arrive en bas avec une vitesse racine de 2gh, qu'on peut obtenir en écrivant l'équation de la chute, mais qu'on peut aussi obtenir par la conservation de l'énergie en disant que mgh égale 1,5 de mv2. L'énergie potentielle qu'on avait au début, maintenant c'est de l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2. Donc ce que vous voyez en fait, c'est que la vitesse de sortie ici correspond à l'énergie cinétique acquise par l'eau qu'il y avait là lors de la chute de là-haut à en bas. Normal, parce que c'est comme ça qu'on a démontré Bernoulli, vous vous rappelez? On a calculé l'énergie après dt, moins l'énergie avant dt, on s'était aperçu que comme on se déplaçait le long d'un tube de courant, c'était en fait le petit plus qu'il y avait là, moins le petit des trucs qu'il y avait en moins. Donc en fait c'est ça. En vérité, l'eau s'est déplacée tout du long, mais c'est comme si elle était immobile au milieu et que ce bout-là était sorti là. Ça ne change rien pour l'eau. Donc, en fait, on a fait tomber de l'eau de là à là, et donc il a une vitesse, enfin, l'eau a une vitesse, racine de 2g fois la hauteur. Donc, une fois qu'on a compris ça une fois, on aurait pu directement écrire la vitesse de vidange, c'est racine de 2g fois la hauteur, parce qu'on a fait tomber de l'eau de là à là. Voilà. Ok. Bernoulli, c'est juste la conservation de l'énergie. Donc, on doit retrouver, on ne pouvait pas trouver autre chose que ça. Monsieur, Oui. VB carré égale à VA carré plus 2GZA. Là. Là. Et comment est-ce que vous arrivez à VB carré? Qu'est-ce que vous avez fait du VA au carré? Ben justement, je l'ai négligé. Parce que VA, vous voyez que VA, c'est à peu près 1 sur 400 fois VB. Enfin, VA, c'est 1 sur 20 fois VB, donc VA carré, c'est 1 sur 400 de VB carré. Vous avez négligé Donc j'ai négligé VA carré, devant VB. devant VB. Voilà. Je peux écrire VA carré, petit devant VB carré. Donc c'est comme ça, c'est pas là. Donc j'ai VB, mais ce que je veux, c'est VA. Et donc ensuite, je remultiplie par D2 sur 4R2. Et j'obtiens VA. Voilà. Maintenant, c'est quasiment terminé. VA, c'est d de zeta sur dt. Donc on a d zeta sur dt qui vaut d2 sur 4r2 racine de 2g fois zeta puissance 1,5. Et donc on a d de zeta, je vais mettre ici, zeta puissance moins 1,5. D de zeta sur racine de zeta, je ne sais pas comment vous le préférez. Comme ça, c'est mieux. Qui vaut D2 sur 4R2, racine de 2G, dt. D'accord? Et ça s'intègre. L'intégrale de ça, de zeta égale h à zeta égale 0, donc du début de la vidange à la fin de la vidange, c'est égal à l'intégrale de h à 0 de ça, c'est-à-dire du début de la vidange à la fin de la vidange. Donc ça fait D2, ça c'est une constante, D2 sur 4R2 racine de 2G, fois la durée de la vidange, et vide. Donc il nous reste une toute petite intégrale à faire, somme de 1 sur racine de Z, ça va ça? Ça fait... Alors, si on dérive racine de z, ça fait 1 sur 2 racine de z. Donc là, il faut faire 2 fois ça. À prendre entre h et 0. Il est passé où le signe moins? Oui, bien vu. VA, c'est moins des ZA sur dt. I'm sorry. Very sorry. Justement. Oui, parce que quand la vitesse qu'on a calculée, c'est la vitesse d'écoulement, et en fait, elle est vers le bas. Donc,
quand ZA décroît, enfin la vitesse, on va considérer la norme de la vitesse. Et ça va vers des Z décroissants. Donc en fait, BA, c'est moins des ZA sur DT. C'est souvent le cas en physique qu'on a une idée des grandeurs, puis après on réfléchit dans quel sens ça va. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est souvent plus simple et plus rapide que d'essayer d'être absolument rigoureux sur les projections à chaque étape. On perd beaucoup de temps pour sans doute pas grand-chose, et puis je ne suis pas du tout sûr que ça évite les problèmes. Vaut mieux, au bout du compte, réfléchir à ce qui se passe. Là, oui, on tombait sur un temps de vidange négatif, donc ça n'avait évidemment aucun sens. Donc on revient sur ce qu'on a fait et on s'aperçoit où était l'erreur. Voilà, c'est pas vraiment un problème. Donc ça, finalement, ça fait 2 racines de h, d'où le temps de la vidange, c'est racine de 2h sur g fois v2 sur 4 r2. Alors c'est beau ça, non? Pourquoi c'est beau? Enfin c'est beau parce que je n'explique pas pourquoi c'est beau, mais pourquoi je dis que c'est beau? Enfin, pourquoi je trouve ça beau d'après vous? Je vais l'écrire encore autrement, c'est encore plus beau. Monsieur, c'est 4 carré sur d carré. J'ai pas mis des carrés. Ah, c'est l'inverse? Ouais. Ah oui, bien sûr. Of course. Ah, vous me spoilez en fait. Parce que, justement, je voulais... Alors, donc ça fait... On m'avait spoilé. Voilà. Pourquoi c'est beau ça? C'est pas magnifique ça? Ça, c'est le temps de chute libre d'une hauteur h. Eh bien, plutôt que de faire... Enfin, là, si je fais ça, ça prend racine de 2h sur g. Et si je fais écouler de l'eau comme ça, je ralentis le temps de vidange exactement du rapport entre... Enfin, j'augmente le temps de vidange, je ralentis la chute, exactement du rapport entre la surface du trou et la surface du cycle. Joli quand même. Très objectivement. Voilà. Bon, what time is it? Il nous reste une petite demi-heure. On continue, hein? À fond la caisse, hein? Allez. On fait ce qu'on peut, quoi. Des questions là-dessus? C'est important, hein, ces trucs de vidange, là, c'est quelque chose qui se rencontre très souvent. Il faut écrire la relation de Bernoulli entre le haut du fluide et le bas, et en général, donc, si le trou de vidange est petit, on néglige la vitesse du côté de la surface qui est grande. Et au moins, on a vu explicitement pourquoi, comment, etc. Si le cylindre est bouché. Alors, c'est très intéressant. Oui, tiens, je voulais en faire un remarque tout à l'heure. Si le cylindre est bouché en haut, il faut faire attention que la pression, c'est plus la pression atmosphérique qu'il faut mettre. Alors, c'est quelle pression? Alors, mettons qu'au début, il y a la pression atmosphérique. Après, ça fait de plus en plus du vide, en fait, en quelque sorte. Et il y a un moment, la force de pression, le P0 en bas, qui pousse sur va plus être négligeable, enfin va plus compenser, enfin bref, ça va faire une force supplémentaire qui peut même faire que ça va pas couler. Alors pas vraiment, parce qu'en fait, enfin, quand la pression, ce que vous pouvez faire par contre, c'est vaporiser dans le cylindre. Donc si le cylindre est bouché, qui trouve là, donc vous avez toujours PA plus rho GZA plus 1,5 rho BA carré qui vaut PV, donc P0 en B plus rho GZB, ZB c'était 0 plus 1,5 de rho VB. Ça et ça se compense plus.
Ce que vaut PA, alors, ce que vaut PA, c'est le P qu'il y avait au début. Enfin, il y a la même quantité d'air, PV égale nRT, le volume a augmenté. Si la température est restée la même, si on dit que c'est un thermostat, ou bien on dit que c'est adiabatique, enfin, comme on veut, on fait ce qu'on veut au niveau thermodynamique pour ce qui se passe ici, mais on peut calculer la pression de l'air ici comme une autre équation. Parce que là, donc, il y a une inconnue supplémentaire, mais on peut la calculer en écrivant l'équation de la thermodynamique ici. En faisant ça, il peut arriver à un moment où, si ça a trop baissé, la pression calculée naïvement va devenir négative, enfin, ou nulle. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez, si cette pression devient plus faible que la pression de vapeur saturante de l'eau, ça va évaporer de l'eau. Parce que si vous mettez du vide là-dessus, d'un point de vue chimique, thermodynamique, ça ne va pas le faire, ça va s'évaporer. Donc là, il peut y avoir des tas d'exercices intéressants. On va mixer un peu de chimie, un peu de physique, en faisant de la thermo de ce truc-là, et puis voir un peu le processus d'évaporation, de changement d'état, en fait, entre la phase de l'eau et là, en fonction de la hauteur. Enfin, bref, on peut vraiment s'amuser, là. Je peux faire un petit problème de CAPES un peu sympa. Ce sera pour un autre jour, mais ça me donne des idées, bien sûr, tout ça. Allez, next. Monsieur, Oui. le moins, il a mis des aides. Oui. Par rapport à tout le monde, c'est Parce que VA, on ne s'est pas intéressé au signe de VA, c'est la vitesse d'écoulement. VB aussi, d'ailleurs, est vers le bas, tu vois, vers le bas. Donc ça, en fait, c'est la norme de VA. Mais la vitesse est vers le bas. Donc c'est moins des ZA sur des T. Parce que le Z était vers le haut. Voilà. Ou sinon, effectivement, on le prend Z vers le bas, mais à ce moment-là, il faut se mettre 0 à H. De toute façon ou d'une autre, on s'y retrouve. Allez, exercice number 6. Non, 6, le siphon. Un petit siphon. On considère un siphon de diamètre D égale 1 mm, alimenté par un réservoir d'essence de grande dimension par rapport à D et ouvert à l'atmosphère. Un réservoir grand, un siphon, voilà, et là il y a une sortie ici en S, le point O ici D, le sommet du réservoir en A, un axe Z, ZS au niveau de S, sans surprise, ZA au niveau de A et ZB au niveau de B. Ici une hauteur H, ici une hauteur grand H, et c'est de l'essence, on nous donne le diamètre du tuyau ici, petit d, qui est le même partout. Hein. Le fluide est supposé parfait et incompressible de masse volumique ρ. L'accélération de la pesanteur est g. La branche horizontale du siphon se situe à une hauteur h, etc. etc. Ok. Premièrement, déterminer la vitesse d'écoulement dans le siphon. Ah. Alors, la vitesse d'écoulement dans le siphon. Bon, la vitesse d'écoulement dans le siphon, elle est la même en chaque point du siphon. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Parce que le débit se conserve. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe là, c'est la même chose qui passe là, et donc c'est la même chose que ce qui sort ici. Donc, la vitesse d'écoulement dans le siphon, c'est la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse en S. Et maintenant, on va écrire la relation de Bernoulli sur une ligne de courant. Alors, une ligne de courant qui part quelque part de la surface, et puis qui fait un truc comme ça, puis qui rentre là-dedans, et puis voilà une ligne de courant. Hein. Si on suit le fluide entre un point d'où il vient et l'endroit où il sort, ben voilà, ça fait un peu comme ça. Donc, le long de cette ligne de courant, je vais appliquer la relation de Bernoulli, qui me dit que 1/2 de ρ VA carré, donc je vais de A jusqu'à S. Donc 1/2 de ρ VA carré plus PA c'est P0,
pression atmosphérique, plus rho G, alors ZA, je note ZA, égale 1,5 de rho Vs carré, plus, c'est pareil, ça sort à la pression atmosphérique, je pense. De l'extrémité, je ne dis pas, enfin ça va de soi, enfin en tout cas, on va le supposer nous, donc plus P0, je le réécris, plus Rog Z du siphon, enfin de la sortie du siphon, S. Voilà, alors là, on va faire comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure on l'a démontré, là on va le redémontrer à l'oral, mais le débit, la quantité d'eau qui sort ici, c'est la même que la quantité d'eau qui baisse ici pendant un instant, un intervalle de temps d'été. Comme ça, c'est beaucoup plus grand que ça, eh bien la vitesse en A est négligeable devant la vitesse en S, et donc je peux supposer que, c'est pas que c'est nul, mais c'est que c'est négligeable devant ça. Par conséquent, je peux écrire 1,5 de rho Vs carré, enfin je vais écrire directement Vs carré, si j'y arrive, qui vaut, alors les P0 s'en vont, et donc j'ai racine de, donc Vs, pardon, c'est racine de 2G ZA moins ZS, et comme par hasard, on retrouve à nouveau la formule de la chute libre. Et donc ZA moins ZS, c'est grand H. Voilà, donc la vitesse de sortie, ça c'est normal, la conservation de l'énergie nous dit que l'eau qui sort là avec une certaine vitesse, cette vitesse c'est de telle sorte que l'énergie cinétique là, ce soit égale à la perte d'énergie potentielle de pesanteur. C'est l'eau qui était là, qu'on fait tomber, qui sort là, donc elle se retrouve avec la vitesse racine de GH. Donc encore une fois, on aurait pu l'écrire directement, ceci dit, ne le faites pas, dans un exercice comme ça au CAPES, vous écrivez Bernoulli et vous arrivez à ça, et là vous êtes content, vous dites c'est bon, je ne me suis pas trompé, parce que je savais que ça allait donner ça. Vous pouvez en faire la remarque. Nota bene, c'est la vitesse de chute libre d'une hauteur h comme il se doit, par conservation de l'énergie. Et là, le jury, d'un seul coup, il vous donne tous les points que vous voulez derrière. Bien. Alors on a la vitesse. En déduire le débit volumique QV et le débit massique QM. Alors, deuxièmement, le débit volumique, c'est donc la vitesse fois la section. On l'a revu, je ne le redémontre pas. Donc, alors, la section en S, c'est donc pi d2 sur 4 fois la vitesse qu'on vient de trouver, donc fois racine de S. Ouais. Puisque le débit, c'est la quantité de débit volumique. C'est la quantité de volume qui va traverser une section S pendant dt, par unité de temps. Donc pendant dt, c'est VDT fois S, le volume qui va traverser. dV, c'est VS dt. Et donc le débit, Q volumique, c'est dV sur dt par définition, V est volume, et c'est donc Vs. Je ne dis pas de l'apprendre par cœur, mais ça se retrouve vraiment en une ligne. Donc la vitesse fois la section, en plus on vient de le faire dans l'exercice précédent, donc voilà. QV c'est ça, alors on peut écrire ce que ça vaut, donc ça fait pi d2 sur 4 racine de 2GH, ok. Et le débit massique, c'est la masse par unité de temps, et pas le volume par unité de temps, donc c'est simplement ρ fois QV. Bon, inutile de en dire plus. Donner une expression de la pression PB au point B en fonction des données du problème. Donner sa valeur numérique pour H égale 0,4. Alors ça c'est joli. PB au point B en fonction des données du problème. Je vous écoute. Bernoulli, why not?
Why not, mais... Oui, dis. En haut du tuyau, Ah, on peut ouais. faire la différence entre ça et juste à la valeur de l'altitude zéro. Et PA. Ouais. Si on fait ça, alors ça donne quoi? Effectivement, PB, donc, ça veut dire qu'entre là et là, il y a rho G petit h. Donc PB, c'est PA moins rho G petit h. Si on avait fait... Alors, sauf que P1, c'est P0. Et si on avait fait pareil entre ici et là? Ouais? 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 Alors ça fait PB égale PS moins rho G grand H plus petit h. Non? Mais ça marche pas. Donc ça fait P0 moins rho G grand H plus petit h. La théorie de la relativité. Oui, sans doute. Ça doit être ça. Hein? La première n'est pas bonne ou la deuxième n'est pas bonne? Alors pourquoi la première n'est pas bonne? Le fluide est en mouvement. En B. Le fluide est en mouvement au point B. Oui. Et Il faudrait marquer PV plus rho VB carré sur 2. Sachant que VB c'est VS. donc vous appliquez Bernoulli. Oui. Voilà. Donc, mais c'est bien de faire comme ça, de voir le problème. Donc, si on applique Bernoulli, on l'a fait jusque-là, on peut le faire jusque-là. Donc, on a... Donc là, je mets des guillemets partout, hein, on ne sait pas. Je vous ai juste montré que c'est forcément faux comme raisonnement, puisque si on l'applique aux deux cas, c'est contradictoire. Donc, soit il y en a un qui est faux, soit les deux sont faux, soit en tout cas, c'est pas bien justifié. Alors, donc, faisons Bernoulli. Que nous dit Bernoulli? Il nous dit que PB plus rho GZB plus 1,5 de rho VB carré égale PA, ça c'est P0, plus, alors c'est pareil, la vitesse en A, ça va être négligeable, donc plus rho G ZA, et par conséquent, PB égale P0 moins rho G H, petit h, plus 1,5 de rho VB carré. D'accord? Donc, le premier... Donc ça, c'est juste en appliquer Bernoulli sur une ligne de courant. Donc le premier, là, c'était faux. Maintenant, est-ce que ça, c'est juste? Là, il suffit de remplacer VB parce que ça vaut... Oui, VB, c'est VS, par conservation du débit le long du siphon. Donc je peux mettre ici VS, et VS carré, bah, c'est justement 1,5 de rho VS carré, c'est rho G. Comment? Oui, c'est ça, c'est moins, enfin, c'est rho G grand H. C'est où le moins? Ah non, là c'est moins. Oui, là, je ne connais plus. Là, je vais passer ça de l'autre côté, c'est donc un moins. Donc ceci fait P0 moins rho GH moins rho G grand H. Et donc, tiens, le deuxième il est bon. Donc ça c'est sûr, hein, on a mis Bernoulli. Donc ça, c'était, il y avait de l'idée, mais c'était pas une bonne idée. Et là, il y avait de l'idée et elle était bonne. Mais alors, c'est quoi la différence? Pourquoi je peux dire que PB... Pourquoi je peux dire ici que PB, c'est bien... Enfin, si vous voulez, la pression ici, c'est PB plus rho G fois cette hauteur-là. Et je ne peux pas dire que la pression ici, c'est ça moins rho G fois tout ça, alors que PB, c'est pas ça moins rho G fois ça. C'est la même vitesse. Oui. C'est comme le bateau de Galilée.
c'est comme le bateau de Galilée, c'est la relativité. C'est ça que vous vouliez dire en fait? C'est vrai? Non, il me semblait. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que si tout ça va à la même vitesse, à la même vitesse ou pas de vitesse du tout, c'est pareil. Une translation uniforme, il suffit de se mettre dans le bon référentiel. Et en fait, ce truc-là, il est statique. Il n'est pas statique parce qu'on est dans un référentiel où il est en train de tomber. Mais si on tombe, comme la vitesse est constante, hein, attention, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération là-dedans. Donc il n'y a pas une chute libre d'ici. Hein. Sinon, évidemment, ça ne marcherait pas. La vitesse est la même partout. C'est vachement spécial le siphon. C'est une invention extraordinaire, le siphon. On en a tous chez nous, partout où on évacue des eaux. Mais c'est vraiment une invention géniale. En tout cas, donc la vitesse est la même partout. Donc, vous pouvez appliquer là-dessus l'équation de la statique. Parce qu'en fait, c'est pas statique, mais c'est la vitesse constante, donc c'est statique. Mais là, non, parce que là, il y a une accélération du fluide dans la montée. Donc la pression qu'il y a en haut, c'est moins que ça. Il faut retirer encore moins ρGH parce qu'il a fallu accélérer le fluide. Parce qu'au début, il part à vitesse nulle et maintenant, il a de la vitesse. Donc voilà pourquoi. Donc faites attention, on ne peut pas. Ici, c'est pas statique. Entre ce niveau-là et ce niveau-là, c'est pas statique. Par contre, entre là et là, il se trouve que oui, ça marche parce que la vitesse est constante. Mais méfiez-vous quand même. Hein. Parce que ce ne sera pas toujours forcément une vitesse constante. Enfin, je ne sais pas, il suffirait que les tuyaux soient pas. Il suffirait qu'ils soient évasés dans un sens ou dans l'autre, et d'un seul coup, ce serait très différent. Donc, Bernoulli, ça marche toujours. Hein. Mais on est content de faire cette remarque quand même, là, que c'est comme si c'était statique sur la partie où la vitesse est constante. C'est plutôt joli. Bien, et ben voilà, on a la réponse. Donc, en fait, donc je peux effacer ça maintenant, hein, quand on sait que c'est faux. Et ça, je peux l'encadrer parce qu'on sait que c'est vrai. La pression en B, c'est P0 moins ρg, grand H plus petit h. Et là vient la question fatidique. Bon, exprimer, machin, en fonction de OK. Le siphonnage de l'essence peut-il toujours se poursuivre jusqu'à l'épuisement du réservoir, en supposant que l'entrée du siphon se situe tout près du fond. Donc, en fait, on prend l'eau là. Hein. Bon, en principe, on pourrait siphonner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans le réservoir. Donc, la ligne de courant fait ça, qu'à ce tienne. Voilà. Est-ce que, donc, dans une situation comme ça, est-ce qu'on peut siphonner tout le réservoir? S en dessous du réservoir. Alors, il faut que S soit en dessous, ouais, mais est-ce que ça suffit? Je vais réécrire PV égale P0 moins PV serait bien que ce soit pas négatif quand même, non? Donc, si PB devait être négatif, eh bien, ça ne marcherait plus. Je ne peux pas siphonner n'importe quoi. En fait, il ne faut pas avoir besoin de... Parce que là, quand l'eau monte, vous lui donnez de l'énergie. Alors, voyons un petit peu énergétiquement ce qui se passe. Vous lui faites monter un champ de pesanteur, hein, vous l'élevez dans un champ de pesanteur, vous lui donnez de l'énergie potentielle, et en plus, vous lui donnez de l'énergie cinétique. C'est pour ça que quand je disais c'est magique, c'est vraiment très fort. Vous avez de l'eau qui est au repos, et donc, enfin, qui a une certaine énergie potentielle, elle est à la hauteur où elle est. Si je prends 0 ici, l'énergie potentielle 0, je lui donne de l'énergie potentielle et je lui donne de l'énergie cinétique. Et comment je fais ça? D'où vient l'énergie? Elle vient du fait que, ici, il y a de l'eau qui sort à un niveau plus bas. Donc,
Donc je récupère de l'énergie potentielle ici. Donc l'énergie que je gagne ici, je la communique à de l'eau, ça lui permet de monter. Parce que c'est quand même magique, hein. Il n'y a aucune force, il n'y a pas un moteur qui pompe. Juste, en faisant sortir l'eau plus bas, vous récupérez de l'énergie qui vous permet de faire monter de l'eau. C'est pas mal. Et maintenant, si vous réfléchissez à ce que vous faites en montage, là, ou je sais pas quoi, la chaîne qui s'écoule, ben c'est ça, c'est un siphon que vous faites en fait. Vous communiquez de l'énergie vers le haut à un truc, parce qu'en fait, vous en récupérez plus derrière. Enfin, vous en récupérez juste ce qu'il faut pour que ça puisse monter, quoi. Donc en fait, ce que vous faites là avec l'expérience de la chaîne, c'est un siphon, il n'y a juste pas le fil autour, parce que comme c'est solide, il n'y a pas besoin de canaliser l'eau. Mais en fait, ça fait un siphon, et ça monte tout seul. Une fois que c'est amorcé, c'est pas mal. Et donc, plus vous le faites sortir en bas, plus vous allez récupérer d'énergie potentielle, et donc vous pouvez faire monter plus. Enfin bref, après, il faut écrire toutes les conservations. Mais le principe, c'est ça, en fait. C'est un siphon. C'est beau, quand même. Bon, alors donc, quelle heure il est? Je sens que ça approche de la fin. Oui, moins 4 minutes, on peut encore faire 3 exos. Voilà, donc faites attention, il faut que la pression soit pas négative. Sinon, ça veut dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez quand même pas donner toute l'énergie qu'il faut. Si vous faites monter trop haut le siphon, ça ne passera pas. Donc ça s'auto-entretient une fois que c'est parti, par contre, c'est bon, c'est ça vraiment la magie du siphon, parce que l'énergie, il faut l'amorcer, mais une fois que ça commence à couler, l'énergie qu'il faut pour faire monter l'eau, elle est produite par l'eau elle-même, enfin, ou par la suivante, ou par la précédente. Donc il faut, quand vous siphonnez quelque chose, vous siphonnez un réservoir, il faut l'amorcer, et après, il n'y a plus rien à faire. L'énergie est fournie par l'énergie de pesanteur du fluide. Bon, allez, un petit tube de pitot, et puis on s'arrête. Histoire d'avoir fait une petite mesure de vitesse d'écoulement. Peut-être on fait le Venturi derrière. Non, de toute façon, je crois qu'il faudra qu'on se refasse une petite séance quand même. Il faudra, donc, on va juste poser vite fait le pitot. Exercice 7. Tube de pitot. Donc là, il y en a deux différents en fait. Je vais peut-être les prendre les uns après les autres. Donc c'est une façon de mesurer un débit typiquement, donc une vitesse d'écoulement. Alors on considère un fluide parfait incompressible, donc parfait ça veut dire sans viscosité, incompressible ça veut dire qu'il n'est pas compressible. En écoulement stationnaire dans une conduite cylindrique horizontale de diamètre intérieur D, équipé de deux tubes plongeant dans le liquide, l'un débouchant en face au courant, hein, donc il est recourbé comme ça, de sorte qu'il est pris face au courant. J'en fais un autre ici. Donc il plonge au niveau médian ici de la conduite. L'autre débouchant en B perpendiculairement aux lignes de courant. Voir la figure ci-dessus. On admet que l'écoulement n'est pratiquement pas perturbé autour de B et qu'il n'est modifié que localement autour de A. Alors, évidemment, l'écoulement est modifié ici en A, puisque une fois qu'on est à l'équilibre, le fluide ici est au repos. Donc la vitesse ici c'est 0, alors que la vitesse partout, enfin là c'est la vitesse V du fluide dans la canalisation. Donc évidemment c'est perturbé ici, puisqu'il faut que le fluide s'arrête ici à 0. Mais on suppose que ça c'est un tout petit tube qui vient prélever un petit peu une ligne de courant en quelque sorte, et que ça modifie un petit peu au voisinage, mais c'est tout. Là c'est pareil, ça modifie un tout petit peu au voisinage, mais on suppose que ça ne perturbe pas vraiment le fluide par ailleurs. Premièrement, déterminer la différence de hauteur entre les deux surfaces libres. Je vais amplifier un peu le truc, voilà, ici. La différence de hauteur ici, c'est petit h.
déterminer la pression PA au point A en fonction de PB, ρ et V, la vitesse d'écoulement laminaire. Oui, je n'ai pas encore parlé des écoulements laminaires. Vous savez tout ce que c'est qu'un écoulement laminaire par rapport à un écoulement turbulent? Laminaire, ça veut être lame, c'est des lames, c'est des couches. Ça veut dire qu'en fait, le fluide, il fait pas des tourbillons partout. C'est pas turbulent. Faudrait préciser un peu. Hein? C'est non turbulent. Non turbulent, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc il y a des écoulements laminaires où en fait le fluide se déplace en couches, sur toute une couche de fluide, la vitesse est la même ou ça varie continuellement. Il n'y a pas de la turbulence un peu partout. Ça change quoi pour nos équations? Ça change pour les équations que, d'abord que on peut, ça veut dire en particulier que les lignes de courant elles font ça. Quoi. Elles sont bien gentilles. Quoi. Parce que si c'est turbulent, la ligne de courant, elle fait ça, en fait, la turbulence, c'est un truc très compliqué. C'est intermittent, ça change tout le temps, c'est un truc difficile à décrire d'un point de vue statistique. Donc, en général, vous aurez toujours affaire à des écoulements turbulents où c'est évident ce que fait le fluide, il coule gentiment comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai jamais précisé laminaire parce que c'était toujours sous-entendu laminaire. Donc, si on dit rien, c'est laminaire. Et si c'est turbulent, vous ne savez pas faire de toute façon. Donc par contre, on aura un critère en fonction de la viscosité qui nous dit quand l'écoulement est laminaire ou quand il est turbulent. Donc souvent, on vous fera vérifier que l'écoulement est laminaire ou bien dire si l'écoulement est turbulent. En termes du nombre de Reynolds qui est relié à la viscosité, on verra ça demain. Enfin, non, pas demain, mercredi. Okay. Donc, l'écoulement est laminaire, il est bien gentil. Ça veut dire bien gentil. Donc, on admet que l'écoulement est 1, ok, déterminer la pression, la vitesse d'écoulement du fluide dans la conduite. Donc la vitesse est la même partout, en l'occurrence. Parce que, vous voyez, si c'est turbulent, suivant le point où on se trouve, la vitesse, elle peut aller par là, par là, par là. Enfin, c'est le bazar. Donc laminaire, ça veut dire bien gentil. Voilà. J'ai dit quoi? La vitesse d'écoulement? Oui, on veut P1. Bon, écoutez, on va écrire Bernoulli entre loin en amont et le point A, et puis entre loin en amont et le point B. Donc, j'appelle P. On nous donne non. J'appelle P0 la pression loin en amont dans la conduite. C'est pas la pression atmosphérique, c'est la pression dans la conduite. Donc c'est P0 plus ρ. Hein? Vous préférez, je vais l'appeler P1. Ou P? Ah, P1, allez. P1 plus ρ G. On va prendre Z égale 0 aussi, au milieu. Donc, plus ρ, voilà. Plus 1/2 de ρ V en amont carré, V1 carré. Ah bah c'est ça qu'ils appellent grand V en fait. La vitesse dans la conduite. Donc, égale PA d'accord? PA plus ρ G Z1 mais qui a la même hauteur plus 1/2 de ρ VA carré, mais VA, la vitesse est nulle en A. C'est arrêté. Donc, plus ça, PA c'est ça. Et PB, donc voilà. Donc je prends une ligne de courant qui part de loin et qui s'arrête en A. Et puis je prends une ligne de courant qui part de loin et qui passe en B. Une ligne de courant juste à côté qui fait à peu près pareil, voilà. Et donc ça va être égal à PB plus 1/2 de ρ
Bah, la vitesse en point B, bah, c'est pareil, c'est la vitesse, c'est V carré en fait, c'est la même, hein, parce qu'on dit que ça perturbe quasiment pas. Donc finalement, la pression ici, c'est la pression qu'il y a partout dans la conduite. Partout, sauf ici où c'est un peu perturbé. Mais pourquoi on ne considère pas que la vitesse? Au point B, à la vitesse, c'est pas nul au point B. Bien, parce qu'on est, voilà, on est perpendiculaire à la ligne de courant. Donc en fait, on ne la perturbe pas, la ligne de courant. Juste, elle nous passe dessous, tout va bien. Hein, c'est ça qu'essaye de dire l'énoncé. Donc là, on est face au courant, donc ça s'arrête. Et l'autre, on est orthogonal à la ligne de courant. Donc finalement, ce que j'ai appelé P1, c'est PB. Et par conséquent, on a PA qui vaut PB plus 1,5 de rho V2. Voilà. Et donc, l'exercice est fini, parce que maintenant, le deuxième banc, c'est... Maintenant, on va écrire la loi de la statique des fluides dans la partie où le fluide est statique. C'est-à-dire, là, dans le tube, c'est statique, et là aussi, c'est statique. Donc, en haut, on a la pression atmosphérique, P0. P0. Donc, dans le tube de gauche, on a PA qui vaut P0 plus rho G voilà tout ça. Il y a une lettre pour ça? Z'. Et puis, dans le tube de droite, PB, c'est P0 plus rho G ZB'. Voilà, donc PA moins PB, c'est rho G fois petit h. D'accord? Et par conséquent, 1,5 rho V2 égale rho G petit h. Donc V égale racine de 2GH. Encore. Parce qu'en fait, l'énergie cinétique là, en fait, l'eau s'est arrêtée ici et ça a fait monter de ça. Par rapport à où ça irait sinon. On peut le voir comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de voir. En tout cas, voilà. Il faudrait réfléchir un tout petit peu pour présenter les choses bien sans doute. En tout cas, enfin bon, si on ne s'est pas trompé, voilà ce que nous donne l'application du théorème ou de la relation de Bernoulli. Bon, l'exercice terminé. Après, c'est une application numérique. Donc, vous voyez, c'est pas difficile. Tous ces exercices se ressemblent. On en fera encore d'autres donc mercredi, rapidement. Vous pouvez essayer. Il y a le tube de Venturi numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis après, il y a les exercices. Il y a ce que j'avais posé au Capes Blanc l'an dernier. Je pense qu'on aura le temps de finir. Plus de présenter rapidement la viscosité mercredi. Ah oui, en plus, on a 3 heures mercredi. On aura largement le temps. Peut-être on essaiera même de... Enfin, c'est un peu trop optique. Oui, c'est ça. Ce serait bien de commencer un peu d'optique. Et puis jeudi. Oui? La relation, la deuxième relation. Celle-ci? Plus dans le milieu des En fait, ça, c'est VB carré. Voilà. Mais je dis que la vitesse ici n'est pas perturbée, en fait, puisque la vitesse, enfin, les lignes de courant passent en dessous. Ok? Bon, bah c'est pas mal. C'est un peu moins que ce que j'espérais. On a quand même bien bossé. Ouais. C'est pas si mal. Par contre, oui, je croyais qu'on se verrait demain. Ok. Oh, c'est pas grave, si vous n'êtes pas méga prêt pour le Capes Blanc. Est-ce qu'on n'aura pas le temps de le faire alors? C'est un entraînement. Ouais, voilà.